Bonsoir à tous et merci pour l'invitation de me sortir un petit peu du milieu parisien et de revenir finalement à Lyon où j'ai passé quand même 17 années à diriger le laboratoire P4. Donc en termes de maladies infectieuses, je sais que Lyon fait beaucoup de choses et c'est un vrai plaisir de revenir ici de temps en temps et discuter, échanger avec vous. Donc on m'a demandé effectivement de parler un petit peu à la fois de ce qui s'est fait au niveau national, de ce qui a été mis en place au niveau national face à la pandémie de Covid-19 et ensuite d'étendre un petit peu aux questions et aux forces européennes, aux initiatives européennes qui sont nécessaires aujourd'hui à prendre. Donc la première chose que je vais faire, il faut que je vois, yes, ça marche. Donc je vais vous parler quand même de l'agence, la NRS-MIE, qui est une nouvelle agence qui a été créée en 2021, qui en fait a été créée à partir de deux entités qui existaient déjà. Quelque chose qui était une vraie institution, qui était l'Agence nationale de recherche sur le sida, dont les activités ont été étendues au fil des années, d'une part à d'autres virus comme l'hépatite C, l'hépatite B. Ensuite, il y a eu une extension à la tuberculose, puis aux maladies sexuellement transmissibles, qui était un petit peu quelque chose lié, qui tournait autour des problématiques liées au VIH. Et puis, en 2012, il y a quelque chose qui n'était pas une entité légale, qui avait été créée, qui était une espèce de task force, mise en place notamment par l'INSERM, au moment de l'épidémie de chikungunya. Parce qu'on était typiquement dans une émergence dont on ne comprenait pas bien les tenants et les aboutissants, on ne savait pas trop où on allait. Donc l'INSERM a mis en place une structure qui réunissait un certain nombre d'experts autour évidemment de la virologie, mais aussi de l'immunologie et de la médecine. Et puis cette task force, elle est restée active et elle a servi énormément, notamment en 2014, lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, où là il a fallu la crainte. Les événements se passaient en Afrique de l'Ouest, mais vu l'ampleur, la crainte devenait mondiale. Dieu merci, on est passé à côté de ce genre de choses pour un tas de raisons. Mais en tout cas, la task force a été réactivée avec pour mission essentielle, finalement, d'être en capacité de faire un bilan de la situation, une analyse de la situation et de mettre en avant des questions de recherche auxquelles il fallait répondre. Ensuite, on a eu Zika, qui est passé par là, et puis le Covid. Et en fait, au début de l'épidémie de Covid, finalement, c'est cette task force à qui on avait demandé de mettre en place un conseil scientifique capable de lever les questions de recherche importantes auxquelles il fallait répondre évidemment dans l'urgence, compte tenu de l'ampleur de l'épidémie. Et après quelques mois, le gouvernement a réalisé, cette fois pour de vrai, alors qu'il avait quand même eu des alertes dans les années précédentes, qu'il fallait effectivement créer quelque chose qui soit pérenne et qui soit très structuré. Et la décision a été prise de réunir l'ancienne ANRS avec cette task force qui s'appelait Reacting pour créer ce qu'ils ont appelé donc l'ANRS, maladies infectieuses émergentes. Alors, les objectifs de cette nouvelle agence, en fait, ils ont repris les objectifs qu'avait l'ancienne agence. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'inhabituel, vous verrez, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, parce que certes, elle finance les activités de recherche en les évaluant, mais elle a aussi une mission importante d'animation et de coordination. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas à l'Agence nationale de la recherche, qui fait du financement et de l'évaluation, mais la partie animation et coordination n'existe pas. Donc la nouvelle agence a cette dimension et les objectifs à couvrir. Les domaines qui sont concernés, c'est, comme je l'ai dit, on va du VIH aux hépatites, en passant par la tuberculose, les maladies infectieuses sexuellement transmissibles, et tout ce qui est émergent et réémergent. Donc vous imaginez bien que le nouveau périmètre, il est extrêmement large parce qu'il y a ce qu'on connaît, il y a des choses dont on sait qu'ils ont un potentiel d'émergence ou de réémergence, on en a vu plusieurs fois, et puis il y a tout l'inconnu, c'est en fait ce qu'on trouve dans les listes publiées par l'OMS, mais qui ont été adoptées par la France aussi, le fameux pathogène X, c'est-à-dire celui dont on ne sait rien, mais auquel il faudra qu'on soit en capacité de faire face le moment venu. Et puis évidemment, le changement de dimension et de périmètre a amené l'agence finalement à faire la promotion de projets beaucoup plus structurants, beaucoup plus vastes, mettant en place des consortiums qui sont plus étendus que ce qu'on avait l'habitude de faire dans le domaine des maladies infectieuses, d'une façon générale, et qui était plutôt un concept qui était porté en général par l'Europe. Alors, si on fait un point focal finalement en termes de domaines qui vont être couverts par cette agence,
Si je l'ai mis, c'est pour que vous voyez ensuite la cohérence qu'on est arrivé à mettre entre notre stratégie nationale française et la stratégie européenne qu'on souhaite pousser à l'avenir. Donc en fait, les choses sont simples, hein. C'est quelque chose, c'est pareil, on n'a pas inventé non plus la roue, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Si vous voulez à terme être en capacité de mettre en place une politique de santé publique, il faut que vous ayez acquis un certain nombre de connaissances et développer un certain nombre de contre-mesures. Et ça, quoi qu'on fasse, ça passe toujours par l'acquisition de connaissances de base, notamment dans le domaine de la physiopathologie. Si on ne comprend pas ce qu'est la physiopathologie d'une maladie, on n'est pas capable de lutter contre. Les médecins ne sont pas capables de faire quoi que ce soit pour essayer de traiter les patients, parce qu'il y a les traitements ciblés, mais aussi il y a la prise en charge, notamment sur le traitement syndromique, qui est quelque chose que nous, on connaît bien dans les maladies infectieuses émergentes, parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement. Donc, quand vous avez des patients, vous essayez de traiter d'abord les symptômes. Donc ça, c'est un point important, remettre en avant la recherche fondamentale, qui permettra notamment, au travers des études qu'on fera sur un micro-organisme, de déterminer des cibles pour développer des moyens thérapeutiques, mais aussi de déterminer des stratégies pour mettre en place des vaccins qui soient extrêmement efficaces. Ensuite, évidemment, il faut être en capacité de pousser tout ça dans le continuum de recherche, parce que si ça reste un bel article dont l'équipe qui en est l'auteur est extrêmement contente, et qu'on ne le pousse pas pour qu'ensuite ça devienne un produit qui arrivera sur le marché. Alors évidemment, plus on rentre dans ce continuum, et plus les produits qui restent sont, en termes de nombre, beaucoup plus restreints. Mais si on n'a pas justement cet apport à la base, qui doit être extrêmement vaste, on n'arrivera jamais à développer les contre-mesures dont on a besoin. Quelque chose dont on a aussi pris conscience, et probablement on ne l'avait pas suffisamment avant, c'est qu'en fait, si vous voulez faire de la recherche, il faut des capacités humaines. Donc il y a un vrai problème lié à la formation des jeunes. C'est beaucoup de métiers qui sont souvent très peu attractifs, en tout cas ces dernières années. On n'a plus de candidats comme on l'avait par le passé sur des doctorats, sur des masters, en continuer une carrière dans la recherche, donc c'est quelque chose d'important. Et puis, il faut aussi des locaux, des techniques et des équipements. Donc à Lyon, vous avez toujours été en avance, puisque c'est vous qui avez installé le P4. Le P4 dont je rappelle, personne ne voulait à l'époque, parce qu'en plus, c'était pour traiter de sujets qui intéressaient quelques dizaines de personnes dans le monde les bonnes années. Donc, voilà, mais si on n'a pas ça, et le jour où la crise surgit, ben, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc évidemment, je prends cet exemple parce qu'il est local, mais c'est beaucoup d'autres choses à côté. Il faut maintenir des capacités en termes d'expérimentation de toute nature, en termes d'imagerie. On a très bien vu que notamment sur des approches sur les modèles animaux, eh bien en fait, la plupart de nos infrastructures étaient largement sous-équipées pour faire de l'imagerie. On a besoin de cette imagerie pour comprendre les phénomènes de physiopathologie, mais aussi d'efficacité des contre-mesures qu'on veut tester. Évidemment, une autre chose qui est importante, mais je crois que Brigitte en a beaucoup parlé avant, c'est évidemment de conduire des recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales et de la santé publique. Il y a un vrai besoin de recherche avec la mise en commun de moyens et la création d'endroits où les différentes communautés scientifiques vont se parler. Donc c'est tout ce que va porter la nouvelle agence dans le domaine des maladies infectieuses émergentes. Voilà, alors, rapidement, il va y avoir un certain nombre d'appels d'offres, puisque l'agence a été dotée de moyens financiers quand même, parce qu'autrement, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas le comparer à ce que les Américains font avec le NIH, mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant, donc on est forcé de saluer cette évolution, parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas cet argent disponible pour travailler sur les maladies infectieuses émergentes. Donc on a obtenu 80 millions d'euros sur 3 à 5 ans. Donc en fait, les 80 millions d'euros vont être dépensés sur 3 ans au travers de 3 appels d'offres. Les 5 ans, c'est on peut ensuite assurer le suivi. Donc on est déjà à la recherche des futurs financements. Et les grands axes qui vont être portés et financés dans le domaine de cette activité, ça va être évidemment, comme je l'ai dit, l'acquisition de données de base, de conduire des recherches académiques intelligentes. Il y a de l'argent qui sera mis aussi pour pousser l'innovation, c'est-à-dire que ces découvertes soient poussées et qu'on puisse financer des projets qui permettent d'aller jusqu'à des preuves de concept extrêmement avancées pour qu'ensuite l'industrie puisse s'en saisir. La plupart du temps, l'industrie a du mal à tirer d'un Nature ou d'un Science finalement ce dont elle a besoin pour ensuite avoir un plan de recherche et de développement. Et puis,
tout un axe qui, lui, va être entièrement dédié aux recherches dont on a besoin sur, comme je l'ai dit, la santé publique et les sciences humaines et sociales. Il y a énormément de choses à faire. La Covid, on a beaucoup parlé du fait des problèmes posés par l'acceptation par la population des contre-mesures qui étaient proposées. Ça a commencé avec les masques. Les masques, c'était loin de convaincre tout le monde. Ensuite, il y a eu la problématique, comme d'habitude, des vaccins. On a échappé un certain nombre sur les traitements, mais s'il y en avait eu un qui avait marché, probablement qu'on aurait eu aussi quelques soucis, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais aussi, justement, dans une approche One Health, d'être en capacité d'étudier le lien entre l'environnement et la société. C'est quelque chose qui fait partie des sciences humaines et sociales, qui n'est pas traité aujourd'hui ou très mal, même si, notamment sur les fièvres hémorragiques, c'est des choses qu'on avait poussées au travers de l'aide d'anthropologues qui aidaient quand même sur le terrain, parce que quand vous avez des croyances qui prennent le dessus sur la réalité médicale, typiquement sur les épidémies d'Ebola, les gens, évidemment, qu'on voulait isoler, et surtout les cadavres, qu'on voulait enlever aux familles, c'était quelque chose qui n'était pas accepté pour un tas de raisons. Et donc, il fallait qu'on mette en jeu un certain nombre d'études avec des anthropologues pour qu'ils arrivent à trouver des moyens de convaincre et de passer des messages et d'éduquer ces populations pour qu'elles comprennent pourquoi on faisait ça. Donc ça, c'est un des premiers axes. On parle de zoonose. Alors, on est dans un pays où finalement, on n'est pas si loin que ça des pays dits à moyens limités, puisqu'il faut arriver à comprendre finalement la nature du contact qu'on a avec la faune sauvage, mais aussi avec les animaux de rente. La grippe aviaire est un très bon exemple. La contamination s'est faite chez des professionnels qui se contaminaient auprès d'animaux de rente. Et ensuite, il y a effectivement tout le contact avec la faune sauvage. Ebola, c'est un exemple extrêmement parlant, puisqu'en fait, la plupart des épidémies partaient dans des peuplades qui étaient des chasseurs-cueilleurs, et quand ils trouvaient un singe mal en point, il était plus facile à attraper, donc en général, ils s'en emparaient. Très souvent, il était contaminé par Ebola, et c'est à ce moment-là, en le dépeçant, qu'il se contaminait, que l'épidémie commençait. Donc, la compréhension de tout ça, on a la même chose avec un truc dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, qui est le virus Nipah en Inde, qui ressurgit. Alors, ça fait plusieurs années, mais cette année, on n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est pareil, finalement. La cause de ces nouvelles épidémies, elle est liée au contact rapproché entre des grosses chauves-souris frugivores qui sont porteuses, très souvent, et qui excrètent le virus. Et comme sont rapprochées des populations humaines, finalement, les populations se contaminent directement à leur contact. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de nouvelles stratégies à développer qui impacteront aussi, finalement, sur les politiques de santé publique. Alors si on passe à l'échelle européenne, ça c'est quelque chose finalement qui est extrêmement important parce que, je l'ai souligné avant, on est extrêmement heureux que des fonds aient été débloqués pour qu'on puisse conduire ce type de recherche par notre gouvernement, mais je l'ai dit, ce n'est pas suffisant, et c'est une évidence que ce n'est pas suffisant. Et en fait, si on veut pouvoir pousser tout ça, il faut utiliser ce qu'on met en place au niveau national pour qu'on ait un effet de bras de levier sur les financements européens, qui eux, en revanche, sont beaucoup, beaucoup plus importants. Et donc, c'est un nouvel outil aussi qui a été mis en place par l'Europe, c'est la création de partenariats. Alors, il en pousse dans tous les domaines actuellement. Des partenariats, c'est différents États membres, on espère le plus grand nombre possible, décident au travers d'une question de santé notamment, mais pas que, décident de s'associer pour créer un partenariat où chacun met des moyens, mais la Commission, au regard des moyens qui sont mis par chaque État membre, met la même chose à l'échelle européenne. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez déclarer en termes des montants que vous déclarez, qui sont les montants que vous dépensez naturellement dans le cadre de votre activité nationale. Quand vous groupez tout ça, la Commission fait un calcul et elle dit nous, la Commission, en cash, on met 30, 40, 50% de ce montant. Donc on peut vite monter à plusieurs centaines de millions d'euros qui sont disponibles pour ce type de recherche. Donc, il y a un partenariat qui avait été un appel à projet qui avait été ouvert pour ce qu'on appelle une activité coordonnée, qui en fait est les travaux qu'il faut conduire avant de mettre en place un partenariat. Donc, qui est dédié. Alors, je suis désolé, les diapositives sont en anglais parce qu'on communique en anglais, mais je vous promets, je fais les commentaires en français jusqu'à la fin. Donc, pour effectivement essayer de se préparer, de conduire les actions qui nous permettront d'être en meilleure capacité de faire face aux futures grosses épidémies ou pandémies.
Donc c'est ce qu'on appelle une action de support et de coordination à l'échelle européenne. C'est un budget de 2 millions d'euros, donc on voit que c'est vraiment un travail qui va être fait de réflexion et de structuration de ce que sera le futur partenariat. Actuellement, il y a 25 partenaires européens qui viennent de 15 pays européens et 2 pays associés à l'Europe. Donc c'est plus vrai aujourd'hui puisque l'Angleterre va réintégrer, mais on a les Anglais qui étaient parmi les pays associés et les Suisses dont la Commission européenne ne veut pas entendre parler. Mais ça, c'est une autre question. Et la coordination générale de ce CSA, elle est portée par l'agence, justement, la NRS MIE. Alors, le constat, il est le même, donc je l'ai replacé là, mais on a bien vu, et tous les pays européens ont fait le même constat, c'est-à-dire qu'en fait, on était prêt à rien du tout lorsque l'épidémie nous est tombée sur le coin du nez. J'ai évoqué les masques tout à l'heure. Sur ces maladies émergentes, il n'y a jamais eu d'argent dépensé de financement, même pour la recherche fondamentale, pour développer des traitements. Parce que quand ça vous arrive sur le coin du nez, la première chose, il faut prendre en charge les patients. Donc si on a un traitement, c'est quand même beaucoup mieux. Il n'y avait rien, et je ne ferai pas de commentaires sur l'hydroxychloroquine. Le vaccin, on a eu beaucoup de chance parce que finalement, la technologie des vaccins ARN a pu être adaptée très vite et on a pu y répondre, mais si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été un vrai souci. Et puis dans le domaine du diagnostic, là en revanche, ça marche bien, justement parce qu'il y a un certain nombre de réseaux européens qui sont mis en place qui fonctionnent très bien depuis longtemps et qui ont permis très vite, en quelques semaines, de mettre en place un test diagnostic dont l'industrie a pu s'emparer pour ensuite proposer des kits industriels qui ont été distribués partout. Et puis évidemment, comme d'habitude, l'histoire de coordination à l'échelle européenne, c'est juste un vaste bazar. Donc il faut arriver à développer des partenariats où on essaye de coordonner les choses, en s'entendant évidemment. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux uns et aux autres. Alors, l'objectif de ce truc, donc en dehors du fait qu'il faut effectivement essayer de mettre en place une entité qui sera un partenariat, donc il y a un aspect de moyens, d'activité et de gouvernance qu'il faut définir, donc ça c'est quelque chose qui va être pris en compte. Il faut mettre en place justement un agenda stratégique de recherche et d'innovation qui soit accepté par l'ensemble des pays qui abonderont au partenariat, qui participeront au partenariat, avec justement des axes de recherche, des stratégies scientifiques qu'on veut mettre en place, qui seront partagées par toutes et qui seront portées de façon commune à l'échelle européenne. Il faut bien évidemment pas à chaque fois créer un truc qui sort de nulle part. Il faut que ces choses qui vont être mises en place, finalement, prennent en compte les initiatives qui sont déjà en cours. D'une part, pour s'aligner avec elles, ça ne sert à rien de partir à angle droit par rapport à une autre initiative, parce qu'en général, à la fin, il ne se passe rien, on n'aboutit à rien. Et puis, il faut aussi profiter de ce qu'ils ont mis en place pour l'intégrer dans le dispositif global, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent aujourd'hui, même à l'échelle européenne, et qu'il faut utiliser pour essayer justement de coordonner, pour répondre à la question. Et évidemment, un des points importants, ce sera aussi, mais ça ce sera dans le domaine des sciences humaines et sociales, d'être en capacité de faire prendre conscience de l'importance de tout ce qui est fait, notamment au niveau des populations, pour qu'elles l'adoptent et qu'ensuite la mise en place, parce que ce qui va être important ensuite, c'est la mise en place de toutes ces contre-mesures et des politiques de santé publique qui seront extrêmement importantes. Alors, comme c'est un projet, avant que le partenariat soit monté, c'est de façon classique, ça s'appuie sur plusieurs piliers, il y en a 3 en l'occurrence, auxquels il y a ce qu'on appelle des work packages, donc qui sont en fait des espèces d'activités qui vont être conduites sur des domaines particuliers. Donc là, le premier pilier, c'est la construction du partenariat lui-même, donc je ne vais pas revenir, je vous l'ai dit, il s'agit de savoir ce que ce sera, quelle entité légale ce sera, quelles activités elle va conduire et quelle va être la gouvernance, et notamment dans le domaine de l'articulation avec les fameuses parties prenantes, mais aussi de l'ensemble de la communauté qu'on souhaite voir active dans ce domaine. Ensuite, il y a la partie agenda stratégique. Alors, il a été décidé, ça c'est une décision qui a été prise par les partenaires européens, au lieu de faire un agenda stratégique unique, ils ont voulu séparer, qu'on sépare et qu'on travaille plus particulièrement sur les aspects de santé et de recherche. D'accord, et qu'ils aient quelque chose de particulier qui soit travaillé dans le domaine de l'innovation, donc en fait un petit peu ce qui sera poussé dans le secteur des biotechnologies pour ensuite éventuellement passer dans l'industrie de plus grande ampleur. Il n'en demeure pas moins qu'à la fin, il y aura un seul et unique document qui réunira l'ensemble de ces aspects. Ensuite, évidemment, si on veut arriver à s'aligner et à être cohérent avec tout ce qui se fait, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre en place un échange avec la Commission européenne. Donc à l'époque, on disait ERA parce que
Cette initiative ERA n'existait pas, enfin, n'avait pas de statut légal. Depuis, c'est devenu un directorate de la Commission. Et donc, aujourd'hui, ce Work Package il est dédié aux échanges avec la Commission européenne pour qu'on ne soit pas orthogonal et qu'on soit bien aligné avec leur vision des choses, notamment la DG RTD, la DG Santé et un certain nombre d'autres organismes. Et puis, il y a toute la synergie aussi qu'il faut mettre en place avec justement les initiatives que j'évoquais avant. Il y a des projets européens ou des structures, des réseaux européens qui fonctionnent aujourd'hui, donc il faut les utiliser, ce n'est pas la peine de réinventer autre chose. Ils sont là, on peut même peut-être améliorer leur mode de fonctionnement et leur utilité, donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Il y a des initiatives internationales, vous avez des gros organismes financeurs à l'échelle internationale, je pense au CEPI, mais il y a aussi la Gates Foundation, etc. Enfin, tous ces acteurs, il ne faut pas les ignorer, au contraire, il faut les intégrer parce que c'est ce qui permettra probablement, d'une part, d'aller dans la même direction et ensuite de profiter de fonds qui pourront être disponibles. Et puis, évidemment, il y a tous les aspects de communication habituels qu'on doit avoir dans ce type de projet qui sont importants. Alors, juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui est en train de se mettre en place, je ne vais pas revenir sur la gouvernance, c'est un truc classique qu'on trouve partout, avec la partie exécutive, c'est-à-dire ceux qui font le boulot. Il y a la partie décisionnaire, tout en haut, c'est les gens qui apportent des fonds, donc à un moment ou à un autre, ils doivent valider finalement ce qu'ont fait les gens en dessous, qui sont ceux qui travaillent. Et puis, il y a toute la partie activité, ça c'est la plus importante. Et donc, on voit qu'il y a un pilier qui s'appelle le pilier numéro 2, qui lui sera dédié au fait qu'on pourra lancer dans ce partenariat des appels à projets. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est ce sur quoi on se bat. Donc, on est censé avoir eu la réponse aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de coup de fil, donc je ne sais pas encore. On devrait aller vers un partenariat qui sera de type cofinancé, c'est-à-dire que le partenariat disposera de fonds, et la cible, c'est 300 millions d'euros, pour être en capacité de lancer des appels à projets sur des thèmes qui seront définis tels que je vous les ai présentés, tels que je vais vous les présenter maintenant, parce qu'on a défini un certain nombre de priorités. Alors, ça, je ne vais pas y revenir trop longtemps, c'était juste pour vous montrer que finalement, parce qu'on critique souvent la France, pendant des années, je l'ai entendu et je l'ai constaté parfois, la France n'était pas très bonne pour aller rechercher dans le domaine de la recherche les fonds que le pays avait investis à l'échelle de l'Union européenne. Et c'était vrai, il y avait des gens qui savaient faire ça très bien, les Allemands étaient très puissants, les Hollandais aussi, les Anglais, j'en parle même pas, donc, et la France était souvent derrière. Mais les choses ont changé depuis plus d'une dizaine d'années, où finalement la culture a été poussée dans la communauté scientifique française pour aller chercher des fonds à l'Europe. C'était compliqué, mais je crois que c'est quelque chose qui prend bien aujourd'hui. Et je crois que ce partenariat est une bonne illustration parce que finalement, en prenant le lead très rapidement, on est arrivé à imposer, entre guillemets, la stratégie qu'on développait au niveau national. Alors, ce n'est pas uniquement parce qu'on est les plus intelligents, mais c'est parce qu'elle avait du sens et que les gens ont compris qu'elle avait du sens et qu'elle pouvait leur servir. Donc, on a toujours deux agendas qu'on essaye de faire vivre ensemble. Évidemment, si on fait de la préparation, c'est ce qu'on fait avant qu'il arrive une catastrophe. Donc ça, c'est typiquement tout ce qui va être développé en période dite interépidémique, parce qu'en fait, des épidémies, il y en a tout le temps, mais elles pourront nous être utiles, hein, les épidémies de grippe. Maintenant, il y aura le coronavirus qu'on aura en permanence de la même façon. Et puis ensuite, toute la partie mise en place de la réponse à la crise, parce que ça, c'est pareil. Il y a des choses qui sont développées en période interépidémique. Ensuite, il faudra déployer ces moyens et les mettre en œuvre au moment où la crise survient. Ou des questions de recherche, d'ailleurs, se poseront. Et ça, il faut être en capacité de les gérer. Et puis, les domaines de recherche qui seront couverts, je les ai évoqués tout à l'heure au niveau de la stratégie nationale, on retrouve exactement les mêmes. C'est-à-dire que il y aura de la recherche fondamentale, il y aura de la recherche plus innovante, il y aura l'implication de l'industrie dans les développements qui seront faits, c'est quelque chose d'important et ça couvrira tous les domaines, avec la fameuse approche One Health qui a déjà été évoquée, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui seront poussées dans le domaine de la recherche avec l'environnement, des choses qui seront poussées dans l'articulation entre l'environnement et la santé humaine, parce que sans cette articulation, on n'arrivera à rien. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que les communautés ont commencé à travailler sur ces questions-là et acceptent ce type d'association. Et puis ensuite, évidemment, il y aura des choses plus ciblées, avec notamment le but ultime, c'est quand même de mettre en place des contre-mesures efficaces. Donc il y aura des choses qui seront plus appliquées, poussées dans le domaine du traitement, du vaccin, du diagnostic, mais aussi ce que j'ai évoqué dans le domaine de la santé publique, parce que ça fait partie des contre-mesures aussi, la mise en place d'une bonne approche de santé publique. Le One Health, je l'ai déjà évoqué. Alors,
voilà les priorités qui finalement ont été retenues et qu'on est en train de finir de rédiger. Donc vous retrouvez finalement exactement ce que je vous ai présenté dans le cadre de la stratégie nationale qui est mise en place et portée par l'agence. Et ça, c'est super important parce que si on arrive effectivement à aller jusqu'au bout, on aura un effet bras de levier, nous, au niveau France, avec la stratégie nationale qui a été mise en place, qui sera extrêmement fort. Et donc ça nous aidera et ça boostera probablement nos capacités et nos efforts de recherche. Voilà, alors en termes d'agenda, ça c'était l'agenda initial, avant la mise en place du partenariat. C'est un agenda qui est un peu bousculé parce que comme on travaillait plutôt pas mal au sein du consortium, la Commission européenne, aussi pour d'autres raisons, des raisons plus politiques, s'est dit qu'il fallait qu'il pousse ce calendrier. Et donc contrairement à ce qui était prévu au départ, en fait la Commission européenne souhaite que dès l'année prochaine, le projet de partenariat soit mis au Work Programme de l'an prochain, avec une ouverture d'un appel d'offres dédié à ce partenariat, pour que dès 2025, le partenariat, avec tout ce que je vous ai présenté, soit mis en place et soit fonctionnel et opérationnel. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Raoult. Est-ce qu'il y a des questions sur ce thème ? Bravo et merci beaucoup, Hervé, de cette présentation de Be Ready. J'ai une question, les sous. Quel est le volant de financement qui est envisagé ou envisageable ? En fait, la cible qu'on a compte tenu du mécanisme qui est mis en place à la Commission européenne pour qu'elle détermine un montant en cash, ce qu'on vise, c'est que la Commission européenne puisse mettre à notre disposition entre 200 et 300 millions d'euros. C'est la cible pour l'instant. Ça va dépendre de ce que les États membres vont déclarer en termes d'efforts qu'ils ont déjà faits. Donc ça peut être un peu moins, mais ça peut être beaucoup plus aussi. Mais quand on se compare à Barda et aux milliards que Barda met sur la table régulièrement, qui permet aux industriels, qui impose aux industriels de faire les essais cliniques aux États-Unis, etc., etc., est-ce qu'il n'y a pas une raison majeure de convaincre l'Union européenne de mettre un peu plus sur la table pour que les industriels fassent aussi des essais en Europe ? Alors, ce qui est sûr, c'est que ces montants-là vont couvrir une partie du dispositif et des recherches. Par exemple, quand on parle d'essais cliniques, avec 300 millions, vous ne faites pas grand-chose sur 7 à 10 ans. En fait, lorsque on arrivera aux phases, notamment aux phases 3, c'est-à-dire en période où le pathogène circule, et bien en fait, à ce moment-là, il y a d'autres guichets qui seront ouverts et qui financeront cette recherche. Voilà. Donc, on répond peu ou prou à la question. Après, pour avoir un petit peu côtoyé les deux domaines, il ne faut pas oublier que le BARDA, c'est d'abord une émanation de la défense. Voilà. Donc, la défense américaine versus la défense française, en termes de moyens, on ne va pas revenir sur le sujet. Et en fait, il se trouve qu'ils s'intéressent maintenant à des questions sanitaires, des vraies questions sanitaires, mais tout ce qu'ils avaient en rayon, finalement, s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de potentiels attentats terroristes. Et donc, eux, en revanche, ils ont mis le paquet, ils avaient sur étagère des trucs qui pouvaient sortir à n'importe quel moment. Et c'est eux, d'ailleurs, qui ont été actifs pendant l'épidémie d'Ebola avec des solutions qu'ils avaient toutes faites, qu'ils ont proposées et qu'ils ont pu tester sur le terrain. Hervé, je présente Jean Lang, développeur de vaccins industriels. Be Ready, ce sera un organisme de financement pour la recherche publique ou de partenariat public-privé ? Alors, je t'embête. Hein. Non, mais non, pas du tout, parce que ce qui est prévu, c'est qu'en fait, ce soit ouvert aux deux. Voilà. Mais il faudra que ça s'inscrive dans un cadre qu'on est en train de rédiger, où en fait, ce soit une vraie collaboration, avec finalement la mise des échanges au départ et des stratégies au départ qui soient mises en place pour que l'académique s'inscrivent dans une démarche de développement de futures contre-mesures, avec des choses assez claires quand même, mais que de l'autre côté, l'industriel s'engage aussi en amont sur le fait que s'il en sort quelque chose, il mettra des moyens. L'organisme de financement, ce sera ERA ? Non. Ou la DGRTD ? Ça va être probable. Pour l'instant, c'est RTD, puisqu'ERA n'a toujours pas de sous. Alors, pour l'instant, on n'a pas réglé tous les problèmes, mais il n'est pas impossible que l'argent soit au partenariat.
qui gérera ses propres appels d'offres. Merci. J'en profite aussi pour dire qu'au niveau français, dans le cadre du plan Centré 2030, il y a eu des annonces faites par le président de la République et le gouvernement sur la création de certaines structures, dont un biocluster infectieux, qui est présidé par Bruno Lina, donc responsable du Centre national de référence des virus respiratoires, et donc à Lyon, aux HCL, et donc qui associe des compétences hospitalières, universitaires, industrielles, Sanofi, Biomérieux, Boehringer Ingelheim, dont la gouvernance, qui doit être agile, est située en région Rhône-Alpes, mais qui associe aussi des acteurs au niveau de la région parisienne et d'autres, sur 2 thèmes, les pathogènes émergents, notamment respiratoires, et la résistance aux antimicrobiens, et qui va être doté aussi d'importants moyens, dont la structuration va se faire en début d'année prochaine. C'est pour montrer qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font, tant au niveau européen, français, et c'est quand même un message d'optimisme, effectivement, qu'on peut avoir pour être préparé pour les prochaines pandémies et épidémies. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Sophie Lepoder de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et je remercie Hervé Raoult.